La France, depuis une vingtaine d'années, est en crise d'identité. On peut identifier que dès les années 95-96, le débat commence à monter dans la société française. Il n'est pas encore omniprésent et omnivisible, mais il est présent dans le discours politique. Il commence à être stigmatisé par le message du Front National, qui commence à labourer le territoire sur un danger lié à l'immigration et en même temps donc sur un danger qui se transformerait aussi sur un danger identitaire, pas simplement sur la présence de l'autre. Il est présent dans un débat sur l'islam qui, depuis maintenant une dizaine d'années, au milieu des années 90, commence à devenir un des sujets majeurs du débat politique. Il est présent dans les médias. Mais il est encore peu structuré. Par exemple, il y a très peu d'intellectuels qui portent cette parole en étant extrêmement entendus. Ce ne sera plus le cas 10 ans plus tard. Le déclencheur, d'une certaine manière, c'est l'année 2005. Ce n'est pas les événements en 2005 dans les quartiers populaires, l'année 2005. L'année 2005, c'est le moment où on voit à la fois la création des AGN de la République, c'est à la fois l'article 1 et 4 de la loi sur la colonisation positive en février 2015. C'est à la fois la réflexion qu'il y a en France où d'un seul coup on voit émerger dans beaucoup de magazines, beaucoup de journaux, des dossiers spéciaux sur la colonisation. C'est le moment aussi où dans le discours politique, la question sur l'émergence d'une situation identitaire forte avec une pression de l'islam, une pression des immigrations post-coloniales commence à faire question. C'est le moment où commencent à naître les débats des Zemmour, des Finkielkraut, des Rouffiol, de toute une génération d'intellectuels, au moment même où la gauche ne comprend pas du tout ce qui se passe. C'est le moment où la gauche est encore en train de se poser la question sur la question sociale, alors que la question ethno-raciale, à côté de la question sociale, devient premium dans la société française. Et après, ça va aller très très vite. 95, on pourrait dire qu'on a les fondations de ce débat. 2005, l'explosion du débat qui devient visible sur l'espace public, et après une montée en puissance que va entretenir par exemple Nicolas Sarkozy avec le débat sur l'identité nationale. C'est très concret, on arrive à le situer, on voit comment ça devient un débat politique. C'est le moment aussi où Marine Le Pen va arriver dans les années 2010 au pouvoir, au Front National, et elle va transformer le débat sur une simple xénophobie immédiate héritée des années 60-70 de son père face à l'immigration, dont on sait très bien que les Maghrébins sont les plus visibles, à un discours extrêmement structuré qui va toucher les classes populaires. C'est le moment aussi où la droite va aller piocher dans les idées d'extrême droite pour tenir un discours derrière Nicolas Sarkozy extrêmement militaire, où les idées de diversité et autres du début du quinquennat Nicolas Sarkozy vont s'abandonner. C'est le moment aussi où la crise mondiale va devenir extrêmement prégnante sur ces questions. On est 10 ans après le moment du 11 septembre, où d'un seul coup dans la société française, la peur de l'islam est totalement structurante pour beaucoup de partis politiques. C'est le moment aussi où la gauche socialiste est perdue avec l'arrivée de Manuel Valls sur quel type de réponse donner. Tout ça se structure dans ces années-là et devient un discours qui monte en puissance. Donc ce n'est pas un moment clé d'un conflit avec des acteurs identifiés et des discours, c'est une montée en puissance sur une vingtaine d'années qui fait que, grosso modo aujourd'hui, 10 ans après les événements de 2005 et 20 ans après le tournant de 95-96, la société française voit tous les acteurs mis en place sur cette guerre des identités, voit tous les acteurs en place sur l'enjeu identitaire, y compris dans l'incapacité de traiter la question. C'est le cas du PS, par exemple, qui rame depuis 4-5 ans avec François Hollande sur faut-il ou ne faut-il pas en parler, comment en parler, quelle réponse apporter à ces questions, quelle dialectique doit avoir la gauche socialiste qui voit partir ses électeurs vers un parti dit au départ d'extrême droite, qui l'est, mais en même temps qui attire les classes populaires qui ont en temps normal voté socialiste. Et en même temps un discours de droite, ou à droite on le voit bien. Quelle est la césure majeure aujourd'hui, si vous le demandez, entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? L'identité malheureuse, l'identité heureuse. Tout ça s'est structuré en fait en 20 ans. On l'a à la fois vu monter sans forcément l'analyser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tant d'analystes que ça de cette situation. Alors maintenant, ça a changé. Vous avez des acteurs, des intellectuels, sociologues, des gens qui travaillent sur la politique de la ville, des gens qui travaillent en histoire, sur un Benjamin Stora, un Michel Vinvorka, un Gulli, des gens qui ne sont pas forcément d'accord d'ailleurs sur l'analyse, mais Liogier par exemple, tous ces acteurs intellectuels, aujourd'hui, ils sont sur cette question. Mais en même temps, ils sont très peu nombreux. C'est-à-dire que c'est une question d'identité sur laquelle les intellectuels de gauche, par exemple, ou les observateurs de gauche ont été peu présents. Et en même temps, on n'a pas fait beaucoup de connexions entre les travaux qui existaient sur la scène internationale, par exemple la présence de la France dans plusieurs conflits mondiaux liés à l'enjeu de l'islam, les enjeux intérieurs, sur la réflexion sur les quartiers populaires et les enjeux politiques, la question de l'identité politique, la question des années 30 et leur retour dans le présent, la question de l'héritage colonial, la question de la manière dont la gauche pensait la question de l'immigration. Toutes ces questions ont été pensées comme informes. Très peu d'intellectuels en fait ont regroupé tout ça pour penser l'identité, à la grande différence des États-Unis d'ailleurs, et de se dire que ça devenait une question premium. Et là on est en train de découvrir que l'élection de 2007 va se jouer sur l'identité. Mais tout ça
a été, je dirais, un long chemin non tranquille depuis 20 ans. Ce qui est très étonnant, c'est que vous auriez pu me poser la même question en 84, après la vague d'attentats de 83. Vous auriez pu me poser la même question en 95-96, après la vague d'attentats. Vous pourriez me poser la même question dans les années 2000, et bien sûr la même question dans les années 2010. Et vous auriez pu me poser la question en 62 si les attentats de l'OAS du Paris-Strasbourg allaient fracturer la société française, sans même me parler des années 50 avec les attentats du FLN. Vous vous rendez compte qu'on vient de parler de 70 ans d'histoire où il y a toujours eu des vagues d'attentats sur le territoire français liées à notre histoire nationale, qu'elle soit coloniale, post-coloniale, avec l'extrême droite de l'OAS à un moment, puis après le FPLP et le débat palestinien, puis après le GIA algérien, et puis aujourd'hui, Daesh, une partie de notre société française. Je ne pense pas que nous sommes dans l'émotion quand on analyse ça. Vous avez raison. Bien sûr que les attentats de 2015 ont révélé, et 2016 d'ailleurs, ont révélé quelque chose qui était de l'ordre de la fracture française. Ont révélé quelque chose qui faisait que 0,003% des jeunes issus de l'immigration maghrébine dans les quartiers populaires ou des convertis à l'islam puissent s'engager sur cette voie. Mais sur le fond, c'est pas ça qui révèle une problématique et des d'ordre plus global. C'est un des symptômes de ce qui se passe. Bien sûr que nous focalisons dessus. Nous focalisons dessus parce qu'il y a eu des morts, d'une part, et deuxièmement, ça touche la jeunesse française. Mais jusqu'à maintenant, personne ne se préoccupait des 12 millions de personnes qui vivent dans les quartiers d'exclusion de la politique de la ville et qui ont des problèmes d'identité. Et qui sont en train de regarder les clips de Dieudonné depuis 2-3 ans et ils se font 3 millions de vues quand il en parle, ou de Soral. Ils ne s'occupaient pas plus que de comment le discours djihadiste, par exemple, ou radicaliste, est entendu par des gamins sur Internet, voire sur le terrain dans les quartiers populaires, par des musulmans extrêmement radicalisés qui leur tiennent un discours sur la République, sur l'égalité, sur le droit. Tout ça existe depuis des années. D'un seul coup, ça devient visible parce qu'il y a la mort, la violence, l'attentat. Mais ces attentats ne sont que la partie visible d'une question qui était invisible pour une partie de nos élites politiques. Donc, les attentats l'ont rendu extrêmement... Mais dans le même temps, vous avez aussi l'analyse qui a changé du tout au tout de Manuel Valls, qui nous parle d'un apartheid social territorial dans nos quartiers. On voit bien que toutes ces questions s'entrecroisent, s'entrelacent. Et il ne faudrait pas résumer la problématique que nous vivons aujourd'hui uniquement à l'aune des attentats. Et en même temps, les attentats qui se sont déroulés sur le sol de France sont un extrême révélateur de cette connexion qu'il y a entre une problématique de politique extérieure, une problématique de politique intérieure, et donc d'un lien aussi au rapport à l'identité sur le territoire national de France, puisque ça concerne des citoyens français de France impliqués dans ces affaires. Et c'est là où la question identitaire nous interroge, de certaine manière, par rapport à les méandres qu'elle peut engendrer, et surtout par rapport aux effets qu'elle peut produire sur la société. Mais attention, il y aurait une forme de tropisme et d'erreur absolue à penser qu'il ne faut lire ces problématiques avec le débat, par exemple, sur la déradicalisation. Nous réglerons le problème, peut-être, et encore, avec des guillemets, un gros point d'interrogation et des bémols, de ceux qui se sont radicalisés, partis en Syrie ou ont voulu partir en Syrie ou en Irak, à travers les processus de déradicalisation, mais ça ne réglera en rien les enjeux de débat identitaire qui concernent, eux, des centaines de millions de personnes, comme le montre d'ailleurs le très bon rapport que vient de sortir la Fondation Jean Jaurès, par exemple par rapport à la question de l'islam, ou par exemple par rapport à la question de l'identité post-coloniale dans le pays, ou par exemple par rapport à la problématique des Outre-mer, qu'on oublie complètement dans ces débats, ou des quartiers de la politique de la ville. Là, on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus global, qui n'est pas juste lié à ce qui se passe de manière visible et violente, et donc émotionnelle, et donc essentielle, bien sûr, mais qui serait une erreur de penser que ça se limite à... Ça devient un problème à partir du moment où il place des bombes. Parce que si on en est à ce stade-là, c'est irréversible. On n'est même plus au stade de la guerre des identités à ce niveau-là, on l'a déjà perdu. Cette question est à la fois amusante et essentielle. Pourquoi je dis qu'elle est amusante? C'est que vous avez la réponse quand vous la posez. Dans très peu d'autres pays européens, vous poseriez la même question sur la difficulté de la France avec son passé colonial. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi elle n'assume pas? Oui. Non, est-ce que vous savez pourquoi les autres pays, vous ne poseriez pas la même question en tant que chercheur à un chercheur d'un autre pays européen? Non. Parce qu'il y a des musées, parce qu'il y a des lieux de culture. Vous allez où quand vous voulez parler d'histoire coloniale avec vos amis aujourd'hui pour raconter, discuter, contester, affirmer, soutenir? Dans quel musée vous rentrez? En France. Le Quai Branly. Et le Quai Branly n'est pas un musée colonial, c'est un musée des arts africains. Non, non. Voilà. Vous vous rendez compte? Nous sommes dans un pays où il y a 12 744 musées. Sur les 83 millions de visiteurs touristes qui viennent en France, près des 2 tiers rentrent dans un musée français. La France est le pays des musées. Nous avons peut-être même un jour inventé dans notre histoire le musée, si je pouvais faire une ironie là-dessus. Le musée, c'est le rapport du pouvoir dans notre pays, c'est le rapport à l'histoire, c'est le rapport à l'art, c'est le rapport au savoir, à la connaissance, à l'éducation. On n'imagine pas notre enfance, notre jeunesse, vous comme moi, sans avoir eu un prof qui nous emmenait au musée.
Donc le musée en France, c'est là où on sait, c'est là où on apprend, c'est là où on a les émotions, c'est là où on aime ou on n'aime pas une œuvre. Et il n'y a pas de musée d'histoire coloniale. Nous avons été incapables, 55 ans après la fin de la guerre d'Algérie, vous vous rendez compte, et 60 ans après Bien Bien Phu, à imaginer un lieu où nous allons raconter une histoire qui a commencé le jour où un Français s'est perdu au fin fond du Saint-Laurent au Canada en 1534 au Canada. Une histoire qui a 5 siècles d'histoire, qui fait que 75 pays dans le monde aujourd'hui ont un rapport à la francophonie et à notre histoire impériale. C'est quelque chose qui a marqué pendant plus de 4 siècles l'histoire nationale française. Et nous sommes incapables de la faire rentrer au musée. Et vous me demandez le problème que nous avons avec l'histoire coloniale. Mais nous avons un problème qui est simple, nous ne voulons pas la regarder en face. Elle nous pose débat, elle nous pose problème, et on le comprend. Nous sommes le seul pays au monde qui a quelque part comme modèle, lié à la Révolution française, cette idée universelle d'amener nos valeurs au monde. Et nous avons inventé les droits de l'homme. Nous sommes le pays qui a inventé les droits de l'homme. Ça, c'est une chose. Et dans le même temps, ce pays a inventé la colonisation moderne. Nous avons été aux colonies en inventant les droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme étaient de moins en moins valables, plus on allait vers Dakar en bateau, ou Hanoï, ou Pointe-à-Pitre. C'est paradoxal. Et nous sommes donc le fruit de ça. Si nous sommes le fruit de la Commune, si nous sommes le fruit de l'histoire de la République, si nous sommes le fruit des 43 qui ont fait la France, si on est le fruit de l'histoire de Clovis, de Charlemagne, tout ça nous fabrique Jeanne d'Arc. Tout ça nous fabrique. Pourquoi on ne serait pas aussi les enfants de l'histoire coloniale? Surtout qu'elle a duré, je le répète, 4 siècles. Et en même temps, c'est la seule histoire qui n'a pas place au musée. Et qui a une difficulté à avoir une place légitime, juste, équilibrée dans les manuels scolaires. Et je ne parle même pas dans nos médias de la place que devra avoir la colonisation, puisque vous le savez comme moi, si je fais du gallo-romain en histoire, personne ne me demande si je suis gallo ou romain. Par contre, si je fais de l'histoire coloniale, tout le monde va me demander si je suis pour la repentance ou pour la nostalgie. C'est une histoire qui est encore vive dans les mémoires. Elle n'est pas morte. Pourquoi François Fillon, dans sa campagne électorale, nous parle de la manière dont la France a amené sa culture au monde dans l'histoire coloniale? Pourquoi Nicolas Sarkozy, en 2007, quand il lance sa campagne, il le fait à Toulon, en parlant de l'anti-repentance? Pourquoi, à votre avis, ces questions d'identité sont aussi prégnantes dans les débats et dans les enjeux politiques, d'ailleurs y compris à gauche? Parce que cette question coloniale, elle, quelque part, elle nous parle certes du passé, c'est une réalité, comment la République doit assumer son histoire, mais elle nous parle aussi du présent à travers les histoires des immigrations post-coloniales. Le paradoxe de ce pays, c'est que dans ce pays, il y a 14 millions de personnes qui ont un grand-père ou une grand-mère qui est né dans l'ex-empire colonial ou dans les outre-mer actuels. C'est notre pays d'aujourd'hui, alors des étrangers, des Français, des ultramarins, tout ce que vous voulez. Pour eux, ça veut dire quelque chose, du repas du dimanche, la manière d'en parler quand on est en famille, la manière de se penser dans l'histoire nationale, la manière de regarder les manuels scolaires avec les enfants le week-end. Tout ça fait sens. C'est pas une histoire qui est juste, tiens, le Sénégalais est arrivé en France par pur hasard parce qu'à Roissy, il ne savait pas s'il fallait qu'il descende ou pas de l'avion. Pas du tout. Le gars qui part de Dakar, le mec qui traverse la Méditerranée, il sait s'il veut venir en France ou à Londres. Pendant très longtemps, c'était une histoire qui était liée à notre passé. La manière dont se pense le débat, regardez, aujourd'hui un François Fillon, un Nicolas Sarkozy, un Le Maire, un Hollande, un Manuel Valls et même un Macron débattent de l'assimilation et de l'intégration. Vous vous rendez compte, on est 55 ans après, on se pose encore la question du modèle français. Ces questions sont toujours dans le présent. Parce que seulement dans notre pays, des gens vivent. Que cette histoire, elle renvoie une image de la République complexe. Qu'elle renvoie aussi notre rapport au monde. Pourquoi François Hollande a des troupes et a envoyé des troupes en Mali et en Centrafrique? Pourquoi on est présent aujourd'hui en Irak et en Syrie? Pourquoi Nicolas Sarkozy a envoyé des troupes en Libye? Parce qu'on n'a aucune histoire impériale. Alors l'Italie devrait faire comme nous. L'Espagne devrait faire comme nous. L'Allemagne devrait faire comme nous. Non, justement, la France ne fait pas comme les autres. Elle a une histoire et un rapport au monde qui n'est pas le même, puisqu'elle a eu une histoire impériale. Cette histoire impériale induit un rapport à l'immigration, à notre identité collective, à un rapport à la diplomatie, aux relations internationales. On est le seul pays qui a à un moment eu une politique arabe avec Napoléon III. On est le seul pays qui a rêvé d'être en Égypte avec Napoléon Bonaparte. On est le seul pays qui a quand même un homme politique, qui a d'ailleurs choisi François Hollande pour placer son quinquennat sous sa coupe, sous son image, Jules Ferry, qui parle des droits des races supérieures sur les races inférieures au cœur de la République. Et à François Mitterrand, qui a été le plus grand ministre des colonies de la 4e République. C'est le paradoxe français, si vous me permettez ce terme. Et nous sommes les héritiers de ça. Avec un Zemmour, enfant de la coloniale, qui nous explique que l'identité française est morte, et qu'un temps béni, celui où les femmes étaient dans les cuisines et les Noirs et les Arabes au champ, était le temps merveilleux de l'empire colonial français. Et on se demande si cette question est d'actualité. Mais bien sûr qu'elle est d'actualité. Elle est d'actualité parce qu'elle nous irrigue, elle fait encore partie de nous, et qu'on n'a pas su la dépasser dans une société où les gens partagent une mémoire et une histoire commune. Alors on n'est pas le seul pays au monde, rassurons-nous, qui a cette problématique-là. Les Japonais sont comme nous. Toucher à l'histoire impériale, c'est toucher à l'empereur, c'est toucher à la mythologie nationale. Donc on ne les touche pas. Mais d'autres pays ne sont pas comme nous. L'Allemagne n'est pas comme nous. Merkel vient de reconnaître il y a 9 mois
que le drame qui s'était passé avec les héros en Namibie est une responsabilité de l'État allemand. La Belgique est en train de rénover son musée impérial. L'Allemagne va ouvrir un très grand musée des civilisations. La Hollande a le Tropical Museum. L'Angleterre a 2 musées, Liverpool et Bristol. Et l'Amérique a ouvert ce week-end un des plus grands et des plus beaux musées au monde sur l'histoire des Afro-Américains et leur place dans la nation américaine. Cherchez la place des Noirs, des Arabes et des Asiatiques dans l'histoire de France. Ils sont à la fin des manuels scolaires et ils ne sont pas dans le musée. Et après on se dit, y aurait-il un problème d'identité? Ben oui. Quand l'histoire, la mémoire nationale, la citoyenneté, l'histoire partagée n'est pas capable, à un moment, de trouver la solution de l'héritage du passé dans le présent pour justement créer une citoyenneté collective, et bien aujourd'hui, vous avez des gens au Front National qui peuvent revendiquer le fait que sur leurs affiches, le « On est chez nous » devient un slogan politique, légitime élu par une partie de l'électorat qui pense que, comme Nadine Morano, être français, c'est être blanc. Ou, comme Nicolas Sarkozy, être français, c'est descendre de Vercingétorix et des Gaulois. Car nous sommes encore dans un rapport là où l'histoire fait sens. L'histoire coloniale, c'est pas juste la passion de quelques universitaires qui pensent qu'il faut parler du passé colonial. Ça a du sens en résonance dans notre présent. Ça fait sens. Rappelez-vous l'ouverture par Alain Mabankou au Collège de France. C'est une des premières fois où un homme noir était invité pour professorer au Collège de France et qui dit « Rassurez-vous, je suis noir, mais tout va bien se passer. » Et la coupole du Collège de France n'est pas tombée sur le public. Vous voyez, on peut faire ça. On peut ouvrir des musées et parler de ces questions. On peut réfléchir sur des enjeux identitaires à l'aune de ce passé et de ce présent. Ça ne veut pas dire que les questions sont simples. Ça ne veut pas dire qu'une société du vivre ensemble, c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'intégrer et penser l'islam au cœur de la République, c'est une question où on claque des doigts. C'est extrêmement complexe. D'ailleurs, tous ceux qui nous ont fait croire que le vivre ensemble, c'était bien, que c'était facile, ont eu tort. Ces questions sont très complexes. Comme l'antiracisme, c'est très complexe. Ce n'est pas une affaire de morale. Tout ça doit s'expliquer à l'aune de notre histoire, des difficultés du présent, d'enjeux extrêmement complexes qu'il faut appeler à l'émotion, à la passion, à l'histoire, à l'héritage, aux relations internationales, à la politique au sens premier du terme. Mais toutes ces questions sont intimement d'actualité. Dans une société qui est, qu'elle le veuille ou non, métissée. Il n'y a que Zemmour qui rêve de mettre tout le monde dans les bateaux pour qu'ils rentrent chez eux. C'est le dernier à penser ça. Exactement le phénomène inversé de sa propre histoire. Il y a ça, et si on continue, nous terminerons comme ça. Parce que les grandes histoires douloureuses se sont terminées comme ça. Vous savez, personne dans l'Empire britannique a un jour imaginé que les gens franchiraient la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Et ce sont des millions d'individus qui ont dû choisir leur nation. Personne n'avait imaginé le retour des pieds noirs en 60, 61, 62 d'Algérie, et ça s'est terminé comme ça. Mais il y a d'autres histoires, l'Afrique du Sud. C'est complexe, même encore maintenant. Et l'apartheid a montré que quand un homme politique, quand une vision était capable de dépasser ce qu'était l'apartheid, dépasser l'apartheid, il faut y aller quand même, hein. Quand on réfléchit à ce qu'était l'apartheid, comment le droit avait légitimé la race, on peut y arriver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on ne s'en rend pas compte, comme aux États-Unis. C'est pas un hasard si l'Amérique produit Trump, la France produit Marine Le Pen. C'est pas un hasard si on tue des Noirs aux États-Unis et qu'en France, il y a un mal-être identitaire. C'est ce qu'on appelle les éclaboussures impériales. Et nous sommes dans la génération qui vit les éclaboussures impériales. Vous y êtes pour rien, j'y suis pour rien, nous sommes nés tous les deux après l'Empire. Nos aînés nous ont légué ça, les éclaboussures impériales, et elles sont présente et omniprésente aujourd'hui dans la vie de la société française.